soir, nous allons parler de ce micro. Non. Voilà, nous allons parler de la faillite de notre système industriel. J'avais fait une conférence l'année dernière qui s'appelait le déclin de la société industrielle. Et là, on va aborder une conférence un petit peu modifiée en mettant le focus particulièrement sur les éléments comptables. Puisque on a un certain nombre de tendances déclinistes ou effondristes, mais l'analyse par l'aspect comptable est assez peu abordée. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé plus particulièrement. Donc, pourrons-nous éviter la faillite de notre système industriel? On se doute bien que cette interrogation va déboucher sur le fait qu'on aura du mal à l'éviter, mais on va essayer de voir par quel cheminement, par quel raisonnement nous allons arriver à cette conclusion. Conclusion ouverte, bien entendu, puisque dire que ça n'est pas possible, ça ne donne pas les moyens de faire autrement. Dire comment est-ce qu'on peut faire autrement. Alors, quand on parle de faillite de système industriel, il faut d'abord qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'une faillite, et puis qu'est-ce que c'est qu'également que le système industriel. Alors, la faillite, c'est une notion comptable qui définit le résultat final d'un mode d'exploitation déficitaire d'une entité, quelle qu'elle soit, intervenant après une période plus ou moins longue de tentatives fructueuses pour rendre ce système bénéficiaire. Alors, pour ce qui concerne la faillite, on a des illustrations de ce que peut être une faillite pour une personne physique. Nous avons la loi sur la faillite personnelle, la faillite civile, qui permet à une personne privée dont les dépenses excèdent les recettes de repartir à zéro par un effacement de ses dettes. Donc, dans le cas de faillite, pour endettement trop élevé, c'est les fournisseurs, sont les créanciers de la personne qui épongent la dette. Pour ce qui concerne les entreprises, on appelle ça un dépôt de bilan. Un dépôt de bilan, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise se retrouve en situation de recettes, donc de chiffre d'affaires insuffisant par rapport à ses dépenses, et on va déposer son bilan, c'est-à-dire qu'on va au tribunal de commerce, et puis on rend sa comptabilité, et un administrateur est nommé, qui ensuite va se charger de récupérer ce qu'il peut auprès des créanciers et de payer les fournisseurs, avec, comme vous le savez sans doute, une priorité pour le fisc et ensuite les administrations sociales. Mais là encore, eh bien, ce sont des entités, ce sont des personnes morales ou des personnes physiques qui épongent la faillite. Donc les choses continuent, la vie continue pour la personne qui a fait faillite, mais on a un certain nombre d'entités qui ont subi la conséquence de cette exploitation déficitaire. Pour ce qui concerne ce que nous appelons la société industrielle, et on va la décrire un petit peu plus précisément, nous avons affaire là à quelque chose qui n'est pas explicité dans les livres de comptabilité, mais dans les livres d'économie, puisqu'il s'agit d'une société complexe qui n'a pas encore de législation par rapport à la faillite. C'est-à-dire que si une société industrielle prise au sens soit d'un État-nation, soit au sens, pourquoi pas, de l'ensemble de la planète fait faillite, on ne sait pas qui doit payer. Alors on va essayer de voir en fait s'il peut y avoir un créancier sur lequel se retourner. Alors lorsque nous parlons de la société industrielle, il faut savoir bien de quoi on parle.
Nous parlons d'une toute petite période qui a commencé il y a environ 170 ans, marqué le début de la société industrielle en 1850, on peut le marquer en 1800, bref, on n'est pas à 50 ans près. Et il convient de mettre en perspective cette période d'évolution rapide de la production industrielle avec toute la période de la vie humaine au sens de l'évolution qui nous a amené à être un homo sapiens, c'est-à-dire environ il y a 300 000 ans. Donc avant 300 000 ans, l'espèce humaine, les hominidés, paranthropes, pithecanthropes, etc., n'avaient pas une constitution comparable à la nôtre. Petit à petit, l'évolution a amené à ce que les paléontologues appellent l'homo sapiens, c'est à peu près nous, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la configuration physique, que de la configuration de la boîte crânienne et du cerveau, l'homo sapiens, c'est nous. Et l'homo sapiens, c'était il y a 300 000 ans, ou 250 000, bref, là encore on n'est pas à 1000 ans près. Et l'homo sapiens, depuis donc 300 000 ans, avait un mode de production industrielle égal à zéro, dans la mesure où son activité consistait, comme vous le savez, à pêcher, chasser et cueillir. Donc c'était l'époque des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. L'activité humaine se résumait à trouver sa nourriture au sein de ce que la nature lui proposait. Donc cette période a duré très longtemps, elle a duré 300 000 ans, 290 000 ans. Et puis, il y a 10 000 ans, il s'est passé un événement. Alors évidemment, ça ne s'est pas passé en un jour. Ce que nous appelons la révolution néolithique s'est déroulée sur plusieurs milliers d'années, parce qu'elle n'a pas eu la même configuration, la même intensité, la même rapidité d'un endroit à l'autre de la planète. Mais disons que grosso modo, il y a 10 000 ans, l'homme a cessé d'être chasseur, pêcheur, cueilleur. Il s'est sédentarisé. On ne va pas chercher à savoir pourquoi, ce n'est pas le but de cette intervention. Toujours est-il qu'il s'est sédentarisé et qu'il a commencé à développer une activité de production. Une activité de production aussi bien sur le plan artisanal, c'est-à-dire fabrication d'objets, que sur le plan alimentaire, fabrication d'aliments. Donc, agriculture, qui va devenir ensuite une agriculture de plus en plus technicisée pour aboutir à ce que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire l'agriculture industrielle, et un artisanat de plus en plus sophistiqué également, qui va aboutir à ce que nous appelons aujourd'hui l'industrie. Donc, si nous ramenons cette période, c'est-à-dire de moins de 300 000 ans à aujourd'hui, si nous la ramenons sur une échelle de 1 an, eh bien nous dirons que l'Homo sapiens donc, est apparu il y a 1 an, que la révolution néolithique a eu lieu il y a 12 jours, et que la société industrielle, le mode de production que nous connaissons aujourd'hui, existe depuis 5 heures. Ça, c'est pour remettre en perspective tous les raisonnements que nous faisons, les prospectives que nous pouvons faire, les pronostics, et mettre en perspective, en fait, de la durée exacte de notre vie sur Terre, en tant qu'Homo sapiens, puisque nous sommes toujours des Homo sapiens. Alors, si on prend la période plus précisément du néolithique à maintenant, nous avons donc moins de 10 000 ans, l'âge de pierre que vous connaissez, l'âge du cuivre, l'âge du bronze, l'âge du fer, et la société industrielle donc est là depuis 10 jours, depuis 6 jours, si le néolithique existe depuis 1 an. Une autre façon de regarder l'échelle du temps.
voilà à quoi ressemblaient les premiers villages néolithiques et voilà à quoi ressemble aujourd'hui notre mode de production. Alors, que s'est-il passé depuis 170 ans et comment est-ce que cela a évolué si on se réfère à la période néolithique. Donc au néolithique, nous avions environ 5 millions d'individus humains sur la Terre. En l'an 1, 10 000 ans après, 10 000 ans après, la population était montée à 250 millions. En 1900, nous étions 1 milliard. En 1930, vous voyez l'échelle, 2 milliards. 1963 milliards. 1975, 4 milliards. Pour arriver en 2000 à 6 milliards. Et puis, bientôt, 7 milliards, 8 milliards. Donc, une courbe pratiquement horizontale pendant 10 000 ans. Et tout d'un coup, une courbe qui se cadre de façon très très sensible, très très spectaculaire, je dirais plutôt, sur une période très très réduite. Donc voici pour la démographie. Pour ce qui concerne la production donc industrielle, nous avons une courbe qui est similaire. Similaire, si la production industrielle, nous la mesurons avec l'unité de mesure dont nous allons reparler un petit peu plus tard, c'est-à-dire le produit industriel brut. Eh bien, si on considère que le produit industriel brut était égal à 0 en l'an moins 1000, eh bien, le produit industriel brut s'est mis à grimper exactement dans les mêmes proportions à partir de, disons, la période 1850, la période du début de la civilisation industrielle. Donc, même courbe pour l'augmentation de la production industrielle, courbe tout au moins homothétique, puisqu'on n'a pas les mêmes unités de mesure, que pour la courbe de la démographie. Alors, cette production industrielle, sur quoi est-elle fondée? Elle est fondée tout simplement sur la consommation des ressources naturelles finies. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que pendant 300 000 ans, l'homme n'a pas consommé de ressources naturelles finies. Il était chasseur, pêcheur, cueilleur, donc il prenait ce que la nature lui donnait et ce que la nature pouvait renouveler d'une année ou d'une période sur une autre. À partir, non pas de 1850, parce que la prédation des ressources naturelles finies a commencé finalement assez tôt après le néolithique, mais de façon extrêmement limitée, à partir du moment où un homme a commencé à gratter la terre et puis à trouver un morceau de métal brillant, c'est le cuivre, et puis petit à petit, on a eu donc le développement de l'artisanat, le travail du cuivre, on a trouvé le fer, etc. Mais tout cela, bien sûr, cette prédation, cette utilisation de ressources naturelles finies, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas renouvelables d'une année sur l'autre, a commencé finalement assez tard, puisque, rappelez-vous, moins 300 000 ans, 10 000 ans, c'est beaucoup plus long que de 10 000 ans à aujourd'hui. Donc cette consommation de ressources naturelles finies, eh bien, là encore, nous avons une courbe symétrique, compte tenu, bien sûr, d'une unité de mesure différente, puisque là, nous allons mesurer en milliards de tonnes, et bon, sans détailler tous les chiffres, vous voyez que la consommation de ressources naturelles finies est à peu près stable, en tout cas extrêmement minime, jusqu'au début de la civilisation de la société industrielle, de l'établissement de la société industrielle, et qu'elle se met à grimper de façon asymptotique et s'emballer à partir de 1850. Et cette production industrielle, qui est fondée sur l'utilisation des ressources naturelles finies, elle est fondée sur l'utilisation de deux types de ressources naturelles finies.
Ce sont les ressources naturelles énergétiques et les ressources naturelles minérales. La première, donc fondue au coq, date de 1709, et puis c'est vraiment à partir de 1860 avec la mise en place des hauts fourneaux de façon industrielle que la production métallurgique a réellement pris son essor. Alors là on voit l'image de l'extraction du pétrole, le charbon, le gaz, le fer, les mines de cuivre, les mines de zinc et l'extraction de ces minerais mise en œuvre avec les énergies de type pétrole, gaz, charbon, eh bien ça donne notre production industrielle qui, voilà une chaîne de rupture, voilà ensuite l'application à l'agriculture industrielle avec les tracteurs et puis les épandages d'intrants par hélicoptère. Le problème, bien entendu, que vous connaissez tous, de ces ressources naturelles finies, c'est qu'elles sont en quantité limitée et que nous avons maintenant suffisamment d'informations pour pouvoir faire un tableau prospectif comme celui-là. Et on voit qu'à tirage égal, c'est-à-dire à supposer que la croissance soit stabilisée à partir de, disons, de la vitesse actuelle, eh bien, on a la fin du pétrole en 2045, la fin du fer en 2085, etc. etc. Bon, vous connaissez tout ça, la ressource la plus résiduelle restant le charbon. Alors, quel est l'avenir de ce système? La première approche, c'est l'approche bioéconomique qu'a initié le mathématicien et économiste roumain Nicolae Georgescu-Roegen, qui introduit la thermodynamique dans le processus industriel. Le processus industriel, vu, disons, par les économistes mécanistes, c'est quelque chose qui rentre, on dit un input qui donne un output, donc on a des matières qui rentrent dans un processus et ensuite elles sortent. L'apport de Roegen et l'apport de la thermodynamique dans l'économie, c'est de dire que ce n'est pas simplement une entrée, une transformation et une sortie de matière travaillée, c'est en même temps une dégradation de cette matière. Alors, on va pas faire un cours de thermodynamique, mais le premier principe de la thermodynamique dit que, en ce qui concerne l'énergie, que l'énergie se conserve, mais le deuxième principe dit que l'énergie se dégrade. C'est le principe de l'entropie. On a pu dire que le deuxième principe était contradictoire avec le premier, parce que si on dit que l'énergie se conserve, comment se fait-il qu'elle se dégrade? En fait, elle se dégrade par rapport à la possibilité qu'a l'homme de récupérer la partie dégradée. Donc la dégradation de l'énergie, c'est ce petit schéma, une énergie en entrée, un convertisseur, une énergie exploitable et une énergie dégradée qui s'évapore, qui se dissémine et qu'on ne peut pas récupérer. Alors, la dégradation d'énergie, définition de Roegen, lors du processus industriel, l'énergie utilisable est continuellement transformée en énergie inutilisable jusqu'à ce que l'énergie utilisable, elle, disparaisse complètement. Et l'entropie, une définition simple, c'est de dire que c'est l'indice de la quantité d'énergie inutilisable contenue dans un système thermodynamique donné à un moment donné de son évolution. Donc, en fait, le processus industriel, c'est utiliser des matières finies en état de basse entropie et par la transformation opérée, c'est-à-dire le couple énergie-matière, sortir ensuite des éléments qui sont en haute entropie. Donc l'entropie augmente en permanence
chaque fois que le processus industriel intervient. Je vous signale le très bon livre de Bernard Brune sur la dégradation de l'énergie en passant. Alors, l'apport de Roentgen, c'est de dire aussi que la matière se dégrade. Parce que dans le couple énergie-matière, la métallurgie, on fait fondre du charbon avec l'oxyde de fer pour faire de l'acier, pour faire simple. On comprend bien qu'on a une dégradation du charbon, du pétrole, en tout cas de l'énergie qui permet de chauffer tout ça, mais on se dit que la matière, elle va rester. Eh bien, Roentgen nous dit que non, et d'ailleurs il propose, ça fait un peu polémique dans le milieu des physiciens, il propose une 4e loi de thermodynamique en disant que la matière aussi, lors de son processus industriel, se dégrade, c'est-à-dire que dans tout processus industriel, on a en input une certaine quantité de matière, mais que à la sortie, eh ben, on a une quantité de matière plus faible et une certaine quantité qui disparaît et qu'on ne peut pas récupérer. Alors, on peut prendre l'exemple d'une bêche, par exemple. On va prendre une bêche, on va acheter neuve, et puis on va la laisser pendant 10 ans, 20 ans rouiller. Si la bêche pèse, par exemple, 5 kg, eh bien, 20 ans après, elle ne pèsera plus que 4,5 kg. Et la matière n'a pas disparu, mais elle est devenue, elle s'est dégradée, elle est devenue inutilisable pour l'homme, dans le cas de son utilisation industrielle. Et c'est ce raisonnement qui amène également Roentgen à dire que le recyclage, qui est souvent mis en avant par les tenants de la croissance infinie, qui ne contestent pas, bien sûr, que l'énergie va manquer, mais qui contestent par contre que les minerais, la matière, elle, va pouvoir être conservée, que donc notre stock va pouvoir être toujours conservé au même niveau, parce qu'il va y avoir le recyclage. Alors on ne va pas faire un cours sur le recyclage, parce que il faudrait une conférence entière. On a fait l'année dernière des ateliers sur le recyclage. Bon, disons, en un mot, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, pas dans les questions. Le recyclage, il faut d'abord de l'énergie. Donc, la matière, on peut la recycler, mais il faut faire appel à de l'énergie qui, elle, va se dégrader, qu'on ne pourra pas récupérer. Et puis, tout recyclage, même technologiquement très très avancé, c'est-à-dire qu'il y a un taux de rendement très élevé, tend toujours vers zéro. C'est-à-dire que quelle que soit la façon dont on s'y prend, on va recycler 10 bêches, on en aura 9. Et puis 50 ans après, ces 9 bêches, on va les recycler, on en aura 8, etc. etc. Sans compter qu'il y a également l'usure et la dégradation de la matière utilisée par les engins, par les machines qui procèdent au recyclage. Alors, l'illusion du recyclage, eh bien, elle peut s'exprimer de façon plus globale et plus générale avec la fameuse maxime, enfin la fameuse phrase de Kenneth Boulding que vous connaissez tous: celui qui croit qu'une croissance infinie est possible dans ce monde fini est soit un fou, soit un économiste. Sous-entendu, un économiste orthodoxe, parce qu'un économiste un bioéconomiste, bien entendu, ne croit pas qu'il soit possible d'avoir une croissance infinie dans ce monde fini. Alors, la deuxième approche, et c'est ce qui fait l'originalité de mon propos, enfin, je le pense, c'est une approche comptable. Nous voulons dire très rapidement, c'est quelque chose, je pense que vous connaissez tous, que les ressources finies se dégradent, donc quand il n'y en aura plus, eh bien, donc la société industrielle s'arrêtera, ou elle aura du mal à continuer. Mais ce dont on parle moins souvent, c'est de l'aspect comptable de cette production industrielle. Ce système industriel qui aujourd'hui fait que nous avons ces tables, ces chaises,
cette caméra, etc., ces bâtiments, est-ce que c'est rentable? Alors, notre hypothèse, puisqu'on a vu tout à l'heure, on a parlé de la faillite d'un individu, d'une famille, d'un ménage, hein, qui dépense plus qu'il ne gagne, et qui éponge ses dettes, tout simplement en demandant à ses créanciers de passer l'éponge. On a vu qu'une SARL, par exemple, qui était en dépôt de bilan, bon, ben, elle cessait son activité, elle était dissoute, mais la vie continuait parce que ben, ses dettes, tout simplement, étaient assumées par les débiteurs. Alors, on va considérer que la société industrielle dont nous parlons, c'est la résultante globale, la somme de toutes ces unités économiques particulières. C'est-à-dire comme si, finalement, par exemple, l'État-nation France, en tant que société industrielle, la société industrielle France, c'était la maison mère de l'ensemble de ses filiales, c'est-à-dire toutes les entreprises que nous avons dans notre pays, entreprises mais aussi sociétés étatiques, tout ce qui produit quelque chose. Alors, en termes de droit des sociétés, on parlerait de holding, hein, et puis de sociétés qui dépendent de ce holding. Et lorsqu'on fait ensuite le bilan final, à la fin de l'exercice, eh bien, on consolide tous les déficits et tous les bénéfices de toutes les sociétés filiales pour avoir le résultat final de la société mère du holding. Alors c'est ce que nous allons essayer de faire, bien entendu. C'est une approche toute théorique, puisqu'elle n'est basée sur aucune référence et sur aucune loi économique. Alors, si on veut faire la comptabilité de notre société industrielle, bon, il faut d'abord savoir si on est d'accord pour faire une comptabilité vraie ou faire une comptabilité fausse. Parce que la comptabilité fausse, on la connaît, c'est celle que nous propose ce que j'appelle le système oligocratique, hein, c'est-à-dire le système que nous retrouvons dans tous les pays du monde aujourd'hui, c'est-à-dire une représentation politique d'un mode de production économique qui s'appelle le capitalisme, et qui, ne pouvant, et on va voir pourquoi, ne pouvant nous donner une image probante et fidèle de son activité économique, nous propose une image en résumé qui s'appelle le PIB. Alors le PIB, on ne va pas faire non plus un cours sur le PIB. Très rapidement, il y a trois façons de calculer le PIB qui en principe donnent toutes le même résultat. C'est une approche par la valeur ajoutée. Le PIB d'un pays comme la France, à partir de maintenant on va parler de la France en tant qu'exemple, et puis on comprendra qu'en extrapolant entre les pays, on aura la consolidation au niveau de la planète tout entière. Donc, première approche par les valeurs ajoutées, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées, de toutes les entités économiques. Deuxième approche, c'est l'approche par les emplois, hein, final de biens et de services, c'est-à-dire la consommation, terme plus simple à comprendre. Et la troisième approche, c'est une approche par les rémunérations. Voilà, donc on comprend bien que la somme des valeurs ajoutées, c'est égal à l'ensemble des rémunérations, c'est égal à l'ensemble de la consommation. Alors, ces tableaux sont donnés pour information, mais on va laisser de côté pour l'instant importation, exportation et intervention fiscale de l'État. C'est simplement pour situer le sujet du PIB. Alors, cet indice, le PIB, qui est, on va prendre l'aspect le plus parlant du PIB, c'est le PIB par la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est grosso modo? C'est le chiffre d'affaires d'une entreprise. Ce n'est pas tout à fait le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires moins ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, c'est-à-dire ce qu'il a fallu mettre comme matériaux hors les salaires, puisque les rémunérations se retrouvent dans l'autre approche du PIB. Donc,
Le PIB, c'est grosso modo le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et bien entendu, le PIB est toujours en hausse, puisque nous sommes dans une logique de croissance, une logique plutôt une politique voulue législativement financée, qui fait que nous avons des entreprises qui augmentent en permanence leur chiffre d'affaires. Donc on nous dit que l'économie va bien lorsque le PIB augmente. D'ailleurs, si vous prenez le petit livre de l'INSEE qui s'appelle le PIB, ou à quoi sert le PIB, vous verrez qu'on nous explique ces trois approches du PIB, mais qu'on nous dit surtout une chose extrêmement intéressante. On nous dit que le PIB mesure la bonne santé d'une économie. C'est-à-dire qu'un PIB qui augmente, ça veut dire qu'on a une économie qui est en bonne santé, et que lorsque le PIB diminue, c'est-à-dire que l'économie est en mauvaise santé. Donc, nous avons une définition extrêmement claire de ce que le système oligocratique représentant le mode de production capitaliste considère comme être en bonne santé. Alors, donc, on a dit chiffre d'affaires, c'est le prix de vente, ce sont les matières premières, plus rémunération. Si on fait passer de l'autre côté du sinégal, nous avons prix de vente moins matières premières, égale rémunération. Donc, prix de vente moins matières premières, c'est bien la valeur ajoutée, c'est bien égal aux rémunérations, c'est bien le PIB, et c'est a priori la consommation. Ça, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a les effets de la thésaurisation, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors, là, on a un petit bonhomme qui nous dit le PIB, oui, j'ai la sensation de passer à côté de l'essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'essentiel? L'essentiel, c'est pas le PIB. Parce que le PIB, en termes de comptabilité, ça s'appelle un solde intermédiaire de gestion. C'est un indicateur. Alors, je viens de vous dire que, pour faire simple, le PIB, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires n'indique pas la bonne santé d'une entreprise. Vous pouvez avoir si vous avez une SARL ou une SA, une société en nom personnel, tout le monde sait que vous pouvez avoir un chiffre d'affaires qui augmente, mais votre société qui fait du déficit. Bon. Donc, le PIB n'est qu'un solde intermédiaire de gestion. Il donne une indication, effectivement, sur la quantité, grosso modo, la quantité de produits que vous avez mis en œuvre, et aussi un peu sur la productivité de ces produits, mais en tout cas pas sur la productivité, c'est-à-dire la santé globale de l'entreprise. N'oublions pas que qu'est-ce que c'est que la santé de l'entreprise? C'est le fait qu'elle fait du bénéfice. C'est-à-dire qu'elle a... alors, bon, c'est peut-être c'est une façon de parler qui peut choquer certains, qui paraissent un peu entrepreneurial. Bon, mais on comprend tout de suite ce qu'on veut dire lorsque on parle d'un budget d'une famille. Dans une famille, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez, ou alors, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, il y a un problème, vous êtes surendetté et vous allez vers la faillite civile. Alors, le compte d'exploitation de la société industrielle en économie de flux, on va voir très rapidement l'importance de dire en économie de flux, c'est les ventes, moins les rémunérations, moins les matières premières. Autrement dit, un compte d'exploitation avec d'un côté les produits, de l'autre côté les dépenses. C'est la comptabilité que toute entreprise doit tenir et doit rendre d'ailleurs compte à l'État et aux services fiscaux à chaque fin d'exercice, mais que, bizarrement, l'État, lui, était exonéré. L'État, notre système, disons, d'organisation sociétale, permet aux gestionnaires de la société
de ne fournir qu'un seul intermédiaire de gestion. Il n'y a pas, ni dans la Constitution, ni dans le corpus juridique, d'obligation pour les pouvoirs publics de fournir cette chose-là, c'est-à-dire un compte de résultats, alors que tous les entrepreneurs, tout entrepreneur est obligé, de façon coercitive, à le faire. Donc en produit, nous avons les ventes, en charge, nous avons grosso modo les rémunérations et les matières premières. Tout le monde comprend ça très bien, et ça donne soit un bénéfice si les ventes sont, si l'ensemble des ventes excède les charges, et puis ça donne un déficit si c'est le contraire. Donc dans un compte d'exploitation, le déficit il est à droite, et puis le bénéfice il est à gauche. Alors, on pourrait se dire, si la société oligocratique, si le pouvoir oligocratique nous fournissait un compte de résultats de ce type-là, eh bien, on aurait quelque chose qui serait à peu près juste. Eh bien non, parce que même comme ça, cette comptabilité-là serait fausse. Serait fausse pourquoi? Serait fausse parce que ce que je viens de vous montrer, c'est la présentation des comptes annuels d'une société uniquement en économie de flux, en comptabilité de flux. Les flux, ça prend en compte quoi? Ça prend en compte ce que vous avez ici, c'est-à-dire les clients, les salariés, les fournisseurs, les banques, toutes les relations financières, bien entendu, avec les collectivités territoriales et l'État, et puis les propriétaires, ben, ce sont les actionnaires. Ça, c'est la comptabilité de flux. Mais il existe une autre comptabilité, qui est d'ailleurs la vraie comptabilité exigée par la Direction générale des impôts et des services fiscaux, c'est la comptabilité de stock. C'est-à-dire que c'est une comptabilité qui prend en compte les stocks. Parce que dans ce que nous avons vu en premier lieu, c'est-à-dire le PIB, il n'est pas question de stock. On a soit un chiffre d'affaires qui augmente ou qui diminue, mais on ne prend pas en compte les stocks. Lorsque nous avons fait une approche de comptabilité en termes de compte de résultats complète, nous n'avons toujours pas mis les stocks. Donc, même comme ça, la comptabilité ne serait pas suffisante. Pour qu'une comptabilité soit réellement probante et sincère, comme l'exige d'ailleurs la loi, lorsque vous êtes entrepreneur, il faut prendre en compte les stocks. Or, la prise en compte des stocks, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, en tout cas dont les représentants du pouvoir et les économistes ne parlent jamais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une comptabilité de stock? Ben, une comptabilité de stock, c'est, comme vous l'avez compris, lorsque vous avez une entreprise qui, si on veut simplifier, sur le mode industriel, va utiliser de l'énergie et des matières, elle va avoir besoin de matières, et donc de faire rentrer des matières et d'avoir un stock qui est plus ou moins important en début ou en fin d'exercice. Et si en fin d'exercice, on a un stock qui est plus bas que ce qu'il était en début d'exercice, ça veut dire qu'on en a consommé, et ça veut dire qu'on a une diminution de la valeur d'entreprise, ce qu'on appelle une variation de stock négative, et c'est une charge. Pour que nous puissions prendre en compte la société industrielle en tant que comptabilité de stock, il aurait fallu établir dès le début de la société industrielle un bilan de départ, de la même façon que toute entreprise qui se crée est obligée de constituer, de déposer un bilan de départ. Une entreprise qui se crée, qu'est-ce que c'est? C'est un ou plusieurs associés qui mettent en commun dans la corbeille collective un certain nombre de choses. Ces choses, ça peut être du numéraire, ça peut être de la matière, ça peut être, pourquoi pas, des brevets industriels.
Lorsque la société industrielle s'est créée, si on imagine de mettre cette date à 1800 ou 1850, elle s'est créée entre deux entités, entre l'espèce humaine et la nature, puisque cette société industrielle va avoir pour objectif de transformer les matières naturelles. Ce ne sont pas des matières qui sont fabriquées par elle, ce sont des matières qu'elle va aller puiser dans la nature. Donc, on a objectivement deux associés, l'homme et la nature. Et qui est-ce qui apporte le capital? Eh bien, c'est la nature, c'est l'associé nature. L'associé nature apporte eh bien, l'ensemble de la dot naturelle, constitué de tous les produits, tous les matériaux finis, hein, donc pétrole, gaz, charbon, cuivre, zinc. Et le bilan de départ, ben, ça donne ça. Voilà, ça c'est un bilan avec au passif le capital, SI, stock initial, et en actif la valeur de ce stock. Voilà ce que c'est qu'un bilan de départ que n'importe quelle entreprise est obligée de déposer au greffe du tribunal de commerce. Eh bien, la société industrielle, elle a commencé comme ça. Elle a commencé avec un capital naturel. S'il n'y avait pas ce capital naturel, il n'y aurait pas pu y avoir de société industrielle. Mais ça n'a jamais été écrit. Alors, qu'est-ce qui se passe lors du premier exercice? Eh bien, lors du premier exercice, la société industrielle va fabriquer un certain nombre de produits, et elle va les fabriquer en prenant dans le stock. Et donc ce prélèvement de l'année N, nous allons l'appeler PN, et ce prélèvement PN va constituer dans le compte de résultat, pour l'année N, pour la première année, mais ça va être pareil pour les années suivantes, va constituer une charge qui n'est pas comptée dans la comptabilité de flux. Alors, année N plus 1, année N plus 2, vous voyez très bien l'enchaînement, c'est-à-dire que le capital va diminuer, puisque la dot naturelle, elle est ce qu'elle est au départ, elle n'est pas plus, elle n'est pas moins, mais que chaque année, la société industrielle va prélever P1 l'année 1, P2 l'année 2, P3 l'année 3, et que à chaque année, le capital va diminuer et, en termes comptables, c'est constaté par une charge. Une charge qu'on appelle variation de stock négative. Diminution de stock. Alors, le problème, c'est que non seulement, bien sûr, cette diminution de stock qui est objective et incontestable, et qui n'est pas comptabilisée lorsqu'on parle de la rentabilité de notre production industrielle, il s'agit de la chiffrer. On comprend bien qu'elle existe, mais comment est-ce qu'on peut la chiffrer? Alors, bon, ça, je dirais, ça a un intérêt pratique limité de chiffrer, parce qu'on peut mettre n'importe quel chiffre. Ce qui compte, c'est effectivement le principe qu'il y a une charge énorme qui n'est pas comptée. Mais ça peut être intéressant, mais il m'a semblé que ça pouvait être intéressant d'essayer de l'évaluer pour voir un peu son impact sur les chiffres en fait, qu'on connaît et qui nous sont donnés. Alors, comment évaluer la valeur intrinsèque des stocks de ressources naturelles finies? Comment faire? Alors, on est parti du principe suivant. Nous avons ici l'évolution, d'une part, du PIB, entre 1910 et 2010, et puis l'évolution de la consommation, là c'est indiqué DMC, Domestic Material Consumption, c'est en fait le RNF, hein, la ressource naturelle finie, la consommation de ressources naturelles finies. Alors on voit évidemment qu'il y a un parallélisme très très clair entre l'augmentation du PIB et l'augmentation de la consommation de ressources naturelles finies. Alors, nous avons en haut un tableau hein, qui donne en chiffres et par décade
les milliards de tonnes de RNF par décade consommés, et en face, les milliards d'euros de PIB créés, de PIB en tout cas, chiffrés comme on nous le propose. Alors, notre principe retenu pour tenter d'évaluer et pour pouvoir ensuite l'impacter dans nos évaluations comptables, c'est d'établir le rapport entre l'accroissement du PIB sur une période donnée et la quantité de RNF utilisée pour obtenir ce PIB. En quelque sorte, le coût initial d'une tonne de RNF, c'est le PIB divisé par le nombre de tonnes consommées. Bon, je vous fais grâce des calculs. On part du principe que, alors avant 1900, on n'avait pratiquement pas de PIB. Ensuite, on a un PIB qui augmente. Il a augmenté grâce et uniquement grâce à la prédation de 2750 milliards de tonnes de RNF. On fait une division et ça nous donne le chiffre de 575 € la tonne de ressources naturelles finies. Alors, là, j'ai fait une petite erreur de manipulation. Alors, l'intérêt de chiffrer la tonne de RNF, c'est qu'on va pouvoir modifier un peu nos comptes de résultats. « 575 € la tonne de DMC. Alors, si on applique ça à la France consomme 800 millions de tonnes de DMC par an, multiplié par 575 €, ça fait 460 milliards d'euros qui ne sont pas comptabilisés dans la comptabilité nationale. Comptabilité nationale qui n'existe pas d'ailleurs en tant que vraie comptabilité, qui existe uniquement en tant que solde intermédiaire de gestion, le PIB. Mais même au niveau de ce PIB, on va voir un petit peu plus loin qu'il y aurait lieu d'intégrer dans le PIB la diminution, enfin le coût intrinsèque des ressources naturelles finies. Alors ça, c'est la charge liée à la diminution de stock, objective et indiscutable. Mais il y a également d'autres charges qui sont oubliées ou occultées dans notre comptabilité nationale. Alors, elles sont de 4 ordres. C'est les charges relatives aux déchets de notre production industrielle, les charges relatives aux externalités négatives de l'agriculture industrielle, les charges liées au risque nucléaire et les charges liées à la maintenance nucléaire. Bon, le nucléaire justifie à lui seul 2 rubriques. Alors, tout d'abord, les déchets humains de la société industrielle. Donc, les déchets, c'est des déchets humains, mais pas uniquement. Alors, il y a des coûts qui sont comptabilisés dans le PIB. Au niveau des eaux usées, pour 12 milliards, et au niveau des déchets ménagers industriels, pour 16 milliards, voilà. Mais il y a des déchets qui ne sont pas comptabilisés. Ce sont les déchets de matière fécale qui partent par les égouts, par le réseau d'égouts, puisque avant l'installation des égouts, les matières fécales étaient récupérées. Et là, on continue toujours notre illustration à partir de la France. Les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres pour la France. On a 30 millions de tonnes de matière fécale par an qui sont perdues. D'ailleurs, Marx lui-même avait indiqué dans ses premiers pronostics, ses premières évaluations de l'impact d'ailleurs de la production industrielle sur l'écologie, puisqu'il y a une vision déjà écologiste chez Marx, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un livre de John Foster Bellamy qui s'appelle Marx écologiste, et il avait indiqué
que dans le cadre de l'industrialisation et de l'urbanisation qui allait déjà à grands pas en 1850 des villes, on allait avoir un problème avec la déperdition, enfin, la non-récupération des matières fécales. Et puis 350 millions de tonnes de déchets ménagers qui ne sont pas récupérés ou qui sont transformés dans des poux où personne ne veut. Donc 340 plus 40, ça fait 380 millions de tonnes de matière organique, matière fécale plus matière, disons, déchets ménagers, qui correspondent au prix du marché de la tonne de matière organique à 16 milliards d'euros par an qui sont perdus. Et qu'il y a lieu d'inscrire en tant que comptable, disons comptable qui respecte la loi sur la comptabilité, en perte exceptionnelle sur ressources renouvelables. Donc voilà déjà pour le premier point, pour le premier poste de charge oubliée. Deuxième poste de charge oubliée, que j'ai intitulé les externalités négatives générées par l'agriculture industrielle. Voilà ce que ça donne une agriculture industrielle très très intensive. Voilà quelques images intéressantes. Voilà l'arboriculture. Voilà. Puis M. Monsanto, que nous aimons beaucoup, dans ses œuvres. Et puis là, on a un champ de serre. Voilà, c'est un champ de plastique. Voilà. Alors, tout ça, ça fait quoi? Ça dégrade l'humus. Ça dégrade l'humus. Là, vous avez une coupe horizontale de l'humus, structure du sol. C'est la couche supérieure, surtout, qui est fertile. Et puis, la couche supérieure et inférieure, et surtout, pourrait remplir en principe de micro-organismes. Vous avez là tous ces petits micro-organismes, des bestioles et micro-organismes, qui fertilisent. Ils ont tous chacun leur utilité, parce que la nature les a mis dans le sol, il y avait un objectif bien précis, et tous ces organismes, bien entendu, sont détruits par l'agriculture industrielle. Et voilà ce qu'on n'a plus maintenant sur les terres qui sont intensifiées au niveau des amendements, des intrants de toutes sortes, c'est qu'on n'a plus un terreau, on n'a plus un humus de cette qualité. Alors, donc, nous avons bien entendu une conséquence qu'on voit, qu'on imagine bien, c'est la perte de fertilité des sols qu'il faut bien provisionner. Cette perte de fertilité des sols, personne ne la conteste, personne, même les croissancistes, agriculteurs industriels, tout le monde sait qu'il y a une perte de fertilité des sols, mais elle n'est pas comptabilisée. Bon, nous pensons qu'il faudrait faire une provision. Vous savez, lorsque, dans une entreprise, nous avons des charges qui ne sont pas constatées aujourd'hui, mais on sait qu'elles vont tomber demain, ça s'appelle constituer une provision. Pour pouvoir constituer une provision, pourquoi? Eh bien, pour travailler, pour faire quelque chose sur cette terre devenue stérile, pour qu'elle redevienne comme celle-ci, hein, c'est-à-dire avec tout plein de micro-organismes qui la rendent vivante et qui lui redonnent sa fertilité. Alors nous voyons ici à l'ouvrage le couple Lydia-Bourguignon, qui sont deux agronomes éminents travaillant sur la structure des sols. Ils ont créé un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de microbiologie des sols et qui notamment considère qu'il faut compter donc 5 ans de latence pour un sol qui a été, par exemple, un sol qui a subi des cultures intensives de céréales pendant 10 ou 15 ans. Il va falloir au moins 5 ans pour le récupérer. Donc 5 ans, on va faire un certain nombre de choses sur ce sol, ça veut dire qu'il y a une latence. Pendant 5 ans, il ne va rien produire. Bon, on simplifie, hein. Voilà, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Donc 5 000 € de latence, plus des travaux biomécaniques,
estimé à 3 000 euros. Donc, ça donne environ 8 000 euros pour récupérer, au mieux en tout cas, un sol totalement dégradé par l'agriculture industrielle. Il y a environ 30 millions d'hectares de sol arable, de sol cultivable en France. Alors ça nous donne un coût total de reconversion de 240 milliards d'euros approvisionné. Parce que de toute façon, il faudra bien faire cette dépense et l'assumer si on veut redonner de la fertilité à nos sols dégradés par l'agriculture industrielle. Alors, bien entendu, en termes comptables, on lisse ces grosses charges sur un certain nombre d'années. Alors, si on lisse sur 10 ans, ça nous donnerait une provision annuelle de 24 milliards d'euros. Alors, voyons maintenant les charges oubliées concernant l'industrie nucléaire. Elles sont de deux ordres. Voilà, ça c'est une jolie centrale nucléaire. Alors, c'est tout d'abord les charges relatives aux accidents nucléaires. Voilà, bon, l'accident nucléaire c'est ça, mais bon, on l'arrose donc ça s'arrange un peu, enfin bon, ça donne ça. Alors, l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, qui ne sont pas du tout des antinucléaires, au contraire, c'est ceux qui prônent le nucléaire et qui le gèrent, estime à 500 milliards, dans une communication de novembre 2012, le coût en France d'un accident nucléaire, enfin en France ou ailleurs d'ailleurs. Donc, nous avons pensé qu'il serait judicieux de provisionner ces 500 milliards d'euros, par exemple, au niveau de 50 milliards sur 10 ans. Alors, en plus, bien entendu, de la provision pour risque, en termes de comptabilité, ça s'appelle provision pour risque, concernant les accidents nucléaires. L'accident nucléaire, c'est pas un risque hypothétique, ça existe, hein, Tchernobyl, Fukushima, Jeunesse Island. Il y a les charges relatives à la maintenance et au démantèlement. Alors que le maintenance et le démantèlement, bon, on ne voudrait pas que ça soit ça, on ne veut pas que ça soit ça non plus, on veut que ça non plus, que ça puisse se passer à peu près bien, c'est-à-dire que les techniciens puissent rentrer dans le réacteur, voilà, le démolir, enfin, puis le sortir. Bon, alors, les estimations, elles varient évidemment de façon très importante, entre 15 milliards d'euros et 150 milliards d'euros pour un démantèlement. 15 milliards d'euros, c'est par exemple l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire qui parle de 15 milliards d'euros, puis 150 milliards d'euros, c'est des associations de type Négawatt. On va prendre une moyenne, on va dire que il va falloir compter 70 milliards d'euros qu'on va lisser, toujours pareil, pendant 10 ans, ça va nous donner 7 milliards d'euros par an. En résumé, les charges oubliées, c'est quoi? C'est la variation de stock des ressources naturelles finies de 460 milliards d'euros. Alors, nous parlons par an. Hein. C'est-à-dire chaque année, et pour la France, il y a une dégradation, c'est-à-dire un prélèvement sur le stock de ressources naturelles de la planète, de la société de la nature. Donc, diminution du capital, souvenez-vous le bilan de départ que je vous ai fait avec capital SI en passif et le stock SI en actif. On a, de façon incontournable, chaque année, une diminution qu'on peut chiffrer de 460 milliards d'euros. Une perte exceptionnelle sur ressources organiques renouvelables, c'est-à-dire les pertes concernant les matières fécales et les matières organiques, les déchets ménagers. Une provision pour régénération de la composante naturelle des sols arables, qu'on a provisionné pour 24 milliards d'euros par an. Une provision pour risque nucléaire, que nous avons provisionné à hauteur de 50 milliards. Une provision pour démantèlement nucléaire, que nous avons provisionné pour 7 milliards d'euros. Alors bon, ça c'est des chiffres qui tiennent compte du parc actuel. Non, si on a un parc doublé, ça donne. Bon, au total, 557 milliards d'euros. Et
Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ce chiffre? Comment établir une nouvelle comptabilité nationale sincère et probante compte tenu de ce chiffre? Déjà, avant même de parler comptabilité réelle, puisque je vous ai dit que la comptabilité réelle, ce n'était pas le PIB, mais c'était le compte de résultat et le bilan, ce que chaque entrepreneur est obligé de fournir à la fin de l'année, on va quand même voir que ça a une incidence sur le PIB. Tel que notre PIB, eh bien, en fait, c'est un PIB brut, celui dont on ne parle, celui qu'on nous vend, celui qui est la mire, en fait, de toute la stratégie politique. Ce PIB n'est qu'un PIB brut, c'est pas un PIB net. Si on veut que ce soit un PIB net, il faut donc il faut enlever les charges cachées. Il faut donc retirer du PIB brut les 560 milliards d'euros. Alors, pour autant, il semblerait que ce déficit que nous voyons poindre, puisque lorsque nous avons rajouté toutes ces charges, c'est-à-dire les variations de solde négatives, les provisions diverses, à notre compte de résultat tout à l'heure, nous voyons bien que nous allons créer un déficit. Mais pour autant, il nous semble que ces charges supplémentaires, qui sont ici indiquées en bleu, c'est-à-dire la variation des ressources naturelles, et puis ce que nous allons regrouper, donc les 4 rubriques sous le terme générique de provision écologique, il semblerait qu'avant la fin des 30 Glorieuses, la société industrielle ait réussi quand même à maintenir un compte de résultat à peu près équilibré. Eh bien parce que, en fait, les rémunérations qu'elle servait, les matières premières qu'elle utilisait, étaient, pour obtenir le même résultat, étaient moins élevées que maintenant. Maintenant, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on a ce schéma-là, avec des rémunérations qui sont plus importantes, avec des matières premières, des RNF, qui sont en quantité plus importante, et du coup, les charges bleues ne peuvent pas être compensées. C'est la raison pour laquelle nous avons un déficit après les 30 Glorieuses. Alors, comment est-ce que la société industrielle a pu à peu près équilibrer son compte d'exploitation avant la fin des 30 Glorieuses? La réponse, elle s'appelle TRE. Taux de retour énergétique, en anglais, ROI, Energy Return on Energy Invested. C'est un ratio d'énergie utilisable acquise à partir d'une source d'énergie rapportée à la quantité d'énergie dépensée pour obtenir cette énergie, soit la formule énergie utilisable sur énergie dépensée. Bon, ça veut dire, en termes clairs, si quand je vais chercher 1 litre de pétrole, il faut que je dépense 1,5 litre de pétrole pour y aller, pour faire marcher la machine, etc., ça ne fonctionne pas. Bon. Alors, ça, c'est illustré par, justement, l'évolution des TRE. Hein. Nous avions, par exemple, pour le pétrole et le charbon, qui sont les 2 ressources hydrocarbures énergétiques phares, avant 1940, on avait un taux de retour énergétique de 100. C'est-à-dire qu'il fallait dépenser 1 litre de pétrole pour en sortir 100. Si on prend par exemple les champs, ce qu'on appelle les champs faciles de Gawar en Arabie Saoudite, grosso modo, on plante un tuyau, et puis il y a le pétrole qui sort, et donc il suffit simplement de mettre de l'énergie pour planter le tuyau, et ça fait un rapport de 1 à 100. Et maintenant, on en est à 8. Et dans l'offshore profond, on en est à 4, voire à 3. Bon. On a donc une chute vertigineuse du taux de retour énergétique. Pareil pour le charbon. Et donc, cette chute vertigineuse du TRE, elle a commencé, bien sûr, ce sont des dates qui ne sont pas des dates butoirs,
il y a des évolutions, mais à partir du premier choc pétrolier, donc, qui marque la fin des 30 Glorieuses, la fin des 30 Glorieuses, c'est surtout une difficulté pour aller chercher les matières premières énergétiques et minérales qui est devenue beaucoup plus grande qu'avant. C'est-à-dire qu'on avait épuisé les ressources faciles d'accès, et que maintenant, les ressources existent toujours, mais elles coûtent beaucoup plus cher pour les chercher. Beaucoup plus cher, ça veut dire qu'on dépense de l'énergie pour aller chercher de l'énergie. Et le TRE, donc le taux de retour énergétique, nous amène à un concept d'énergie grise, extension du principe du calcul du TRE, cherchant à mesurer la productivité de l'activité extractive à l'ensemble du processus économique afin de connaître la somme de toutes les quantités d'énergie dépensées lors de chaque phase du cycle d'un produit. C'est-à-dire qu'un produit, ce n'est pas uniquement tant de fer coulé avec tant de charbon, c'est l'extraction des matières premières dans sa composition, leur transformation préalable, sa fabrication industrielle proprement dite, son transport, la mise en œuvre, l'entretien, le recyclage, etc. Donc en plus de l'augmentation du TRE, nous avons une augmentation de l'énergie grise. Ce qui fait dire à deux économistes distingués, notamment Thomas Sommer Dixon, qui dit que la baisse du TRE dans les dernières années de l'Empire romain fut l'une des raisons de sa chute au 5e siècle. Et dans son livre Upside or Down, il suggère que le TRE permet en partie d'expliquer l'expansion et le déclin d'autres civilisations comme celle des Mayas, de l'Empire Khmer, encore. Et Joseph Tainter, de même, considère que la baisse du TRE est l'une des causes principales de l'effondrement des sociétés complexes. Donc, on a là une idée nouvelle, en tout cas qui s'ajoute au raisonnement, je dirais, binaire ou trivial de l'effondrement, à savoir qu'on en a moins, donc ça va diminuer. On en a moins, mais ce qu'on a à la tonne équivalente coûte beaucoup plus cher à aller chercher qu'il y a 50 ou 100 ans. Donc on a une addition de deux problématiques, la problématique de la raréfaction et la problématique du taux de retour énergétique. Quand on dit par exemple, si on n'a plus de fer sur la Terre, on va aller le chercher sur Mars. Bon, si ça coûte plus cher, s'il faut dépenser s'il faut dépenser par exemple 1 kilo de fer pour aller en chercher 500 grammes, et le même raisonnement pour le carburant, on comprend bien que ça n'est pas possible. Alors au final, qu'est-ce que ça donne en termes comptables, toujours pour un pays comme la France? Eh bien, ça donne que depuis la fin des 30 Glorieuses, c'est-à-dire où nous n'avons plus la possibilité de compenser la variation de stock négative et les provisions écologiques par une très forte productivité, un très fort TRE au niveau de l'acquisition des ressources naturelles finies, ben ça donne un déficit d'exploitation qui est grosso modo égal à celui dont je vous ai fait la déclinaison tout à l'heure, l'addition de toutes les provisions, les 550 milliards, auxquels on va ajouter, par exemple pour la France, les 60 milliards de déficit budgétaire de l'État qui sont les seuls avoués. Il n'y a que ça qui est avoué, c'est les 60 milliards. Parce que ça, on peut difficilement le cacher, dans la mesure où on connaît les recettes fiscales et on connaît les dépenses, et puis on connaît le déficit, on en parle assez, doit être contenu. Bon, on ne va pas faire non plus une conférence sur les 3% et les 2% du déficit, une aberration, parce que le déficit, un jour, il faut le payer. Et donc, si on ajoute les 50 ou 60 milliards de déficit, ça nous donne 600 milliards d'euros de déficit par an. Donc, notre société industrielle ramenée à la France, c'est comme si on avait une entreprise. On fabrique une entreprise, on utilise du fer, du charbon, du cuivre, et puis on
on fabrique des objets. Et notre entreprise, elle perd 610 milliards par an. Alors, 610 milliards par an, ça date depuis la fin du Trente Glorieuses, encore une fois. Hein, ce sont des évaluations pour illustrer. Ça donne, multiplié par 40 ans, ça donne 24 400 milliards d'euros, c'est-à-dire un tiers du PIB mondial. Donc, lorsqu'on nous parle de déficit, de dette, etc., on nous parle de la dette, de cette petite dette de 50-60 milliards d'euros, qui est une dette entre oligocrates, entre eux, qui se sont prêtés de l'argent qu'ils n'avaient pas d'ailleurs, on n'a pas fait non plus un discours sur les banques et sur la création de ex nihilo, mais en tout cas, c'est uniquement cette petite partie émergée de l'iceberg. L'immense partie, c'est ce qu'on doit à Dame Nature. Bon, et si on imagine bien, on va dire un mot, comment on peut rembourser la dette fictive, on ne voit pas comment on va pouvoir rembourser la dette à Dame Nature, ça on voit pas. Alors, il y a trois questions. Quel est le ressort de cette mystification qui fait que nous dépensons plus d'énergie pour en obtenir moins et que plus globalement nous produisons moins que ce que nous consommons? Deuxième question, comment se fait-il que nous ne nous en rendions pas compte? Et troisième question, comment se fait-il que cela puisse durer? Parce que ça peut durer beaucoup de temps. Bon. Alors, la réponse à la question 1, c'est le capitalisme. Voilà. C'est parce qu'on a une mire unique, c'est la recherche du profit. C'est la politique, c'est l'idéologie, c'est le discours unique, c'est presque une obligation d'ailleurs. Bon, alors. L'outil, c'est la collusion de l'État politique avec l'oligarchie économico-financière, ça s'appelle le capitalisme. La réponse à la question 2. La réponse à la question 2, c'est une affaire de technique comptable. C'est-à-dire qu'on ne va pas combler le déficit, on va le masquer. Alors, ça, c'est pas l'État oligocratique qui a inventé ça. N'importe quel chef d'entreprise, plus exactement président du conseil d'administration, c'est bien qu'on peut faire durer un certain temps une entreprise en masquant un déficit. Bon, pour faire simple, un déficit, encore une fois, c'est je dépense plus que ce que je produis, que ce que je vends. Ça me crée un problème de trésorerie. C'est le seul problème que j'ai. Parce que, bon, le fait que ça soit écrit dans les livres qu'il y a un déficit, c'est simple écriture. Par contre, le fait qu'il n'y a pas d'argent dans la banque, ça c'est un vrai problème. Alors, on le masque en faisant un emprunt. Et là, vous avez nombre de sociétés qui font la fuite en avant, c'est-à-dire qu'on a un mode de production déficitaire, donc ça crée un déficit de trésorerie, ça crée un manque de trésorerie. On comble le manque de trésorerie par un emprunt bancaire, ce qui fait que l'entreprise peut continuer, mais le déficit comptable, lui, il reste, il se reporte d'une année sur l'autre. Et bien, c'est ce que fait l'État. Alors, pour emprunter, comment elle fait? Elle se prête à elle-même via, disons, ses amis. C'est pas ses amis, sont les mêmes, sont les mêmes familles. Donc le système bancaire, puisque l'État a confié en France depuis 1973 la création monétaire au système bancaire. Donc la création monétaire ex nihilo, qui fait que si vous empruntez 20 000 euros à une banque, elle écrit simplement. Une banque, c'est une opératrice de saisie. Elle écrit qu'elle vous donne 20 000 euros, que vous lui donnez 20 000 euros, mais elle n'a pas, bien entendu, la somme. Voilà. Donc, on comble, on masque le déficit au lieu de le combler. Et donc, c'est la création monétaire, pièces ou billets, enfin maintenant, il n'y a plus de billets, c'est plus des lignes informatiques. Les billets, vous voyez,
ils vont dans le trou, ils tombent, voilà. Et les artisans de cette opération, c'est le système bancaire, l'argent créé à partir de rien. En conclusion, le déficit que l'on vient de voir, qu'on vient de démontrer de la société industrielle, mais on voit qu'il n'est pas financé, qu'il n'est pas comblé, et qu'il est simplement masqué. Et donc, en fait, cette monnaie, qui est en fait une monnaie de dette, nous amène à cette espèce d'axiome: plus j'ai de dettes, plus je suis riche. Alors, la réponse à la question 3, est-ce que le système peut continuer? Parce que on voit des entreprises qui sont en mode déficitaire et qui continuent. Mais on sait que ça s'arrête un jour. Il y a un jour où il faut soit l'entreprise s'arrête, elle dépose son bilan, soit il y a une réévaluation du capital. Alors, est-ce que ce système peut-il continuer à fonctionner, notre système industriel, en mode déficitaire? Et si oui, combien de temps? Oui, il peut continuer. C'est le FMI qui le dit. Le FMI dit que la seule ligne négative qu'il reconnaît, c'est-à-dire les dettes des États, peuvent être apurées tout simplement par un prélèvement sur les comptes bancaires des individus. Alors, c'est pas un fantasme, hein, c'est une proposition très très sérieuse qui a été formulée par le FMI l'année dernière. L'un des moyens pour apurer la dette, c'est de prélever sur les comptes bancaires. Donc, en fait, de toute façon, l'argent en termes numéraires que nous avons sur nos comptes bancaires ne signifie rien, et dans la mesure où il ne signifie rien, on peut très bien, on peut même prélever ce qui, en fait, remettrait les comptes des banques à zéro. Mais on ne nous donne pas la solution pour combler l'essentiel du déficit, puisqu'on a vu par exemple que pour la France, la dette c'était 60 milliards, mais que la dette vis-à-vis de Dame Nature c'était 550 milliards par an. Là, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution, et donc on est réduit à faire des conclusions qui sont en forme d'interrogation. C'est-à-dire que la croissance industrielle, c'est un phénomène éphémère, sans avenir. Ce qui veut dire que le système croissanciste n'est pas viable à terme. Nous l'avons vu aussi bien d'un point de vue bioéconomique que d'un point de vue comptable. Une hypothèse, c'est que la décroissance inéluctable doit être forcément le terreau d'une évolution majeure de l'organisation sociétale. Et puis l'outil, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité d'une organisation, de notre organisation, à retrouver ses propriétés initiales après une altération. L'altération étant, dans ce cas de figure, tout simplement la période de croissance. Nous avons eu un mode d'existence extrêmement durable, il a duré 300 000 ans, et depuis 150 ans, nous sommes sur un mode d'exploitation qui n'est pas durable et qui peut, du point de vue de la définition de la résilience, être considéré comme une altération. C'est-à-dire que la normale étant le système chasseur-pêcheur-cueilleur, et l'altération, c'est à partir du moment où on a quitté ce mode qui, lui, était durable. Ça, c'est un mode qui peut durer éternellement. À partir du moment où nous avons quitté ce mode de n'utiliser que les ressources renouvelables dans la limite de leur renouvellement annuel, et que nous avons commencé à prélever sur le stock fini de ressources naturelles, nous avons créé une altération de notre trajectoire humaine, et que notre capacité de résilience, c'est notre capacité à retrouver les propriétés initiales que nous avions avant cette altération. Bon. Ça, c'est une hypothèse que je pose. Alors, comment faire?
comment faire Albert Einstein a dit on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Le mode de pensée, c'est les banques et puis leur VRP. Alors, évidemment, je ne sais pas quel mode de pensée il faut employer, mais de toute façon, pas celui-là. Parce que celui-là, il a créé l'altération, et on ne va pas pouvoir régler les problèmes, résoudre les problèmes générés par l'altération avec le mode de pensée de ceux qui ont créé l'altération de cette trajectoire. Donc, il faut faire autrement, et il faut s'y mettre. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris, donc j'espère que je suis pas la seule, sinon j'ai l'air d'une nulle. Je comprends pas pourquoi vous dites que les achats de matières premières ne sont pas comptabilisés dans les stocks d'une entreprise, et donc que ces variations de matières premières ne sont pas comptabilisées. Enfin, j'ai géré une entreprise pendant pas mal d'années. Il y a un compte d'exploitation, on en a parlé, mais il y a aussi un bilan. Dans le bilan, il y a bien... Bon, vous m'expliquerez, peut-être que je me viande peut-être. La troisième réflexion, je suis vite. Les pertes, cette altération, elle concerne aussi tout simplement la destruction des produits, puisqu'on fabrique des produits pour être détruits. Mais aussi bien les produits alimentaires, ça va de soi, on les détruit, on les mange, on fait caca, après ça va très bien. On devrait recycler d'ailleurs, ce serait bien. Mais on utilise aussi des produits, je sais pas, mon truc là, moi, il a la chance de marcher depuis une bonne dizaine d'années, je les garde. Un jour, il va sûrement tomber en panne, donc là, c'est une destruction du produit lui-même par le fait qu'il est utilisé. Et ça, je n'ai pas vu dans votre démonstration, peut-être que j'ai passé à côté. Et le dernier truc, c'est, bon, il ne faut pas oublier que le PIB, cet horrible PIB, un truc complètement démentiel d'ailleurs, hein. Parce qu'en plus, ce que vous n'avez pas dit, ça m'a étonné ça, c'est qu'on inclut dans le PIB, c'est-à-dire dans la valeur ajoutée d'un pays, bon, aussi bien les productions, on va dire positives, c'est-à-dire de trucs qui se vendent, qui se mangent, qui s'utilisent, qui sont, on va dire utiles, pas toujours, mais enfin, on peut dire qu'ils sont utiles, mais est intégré dans le PIB toute la valeur ajoutée négative, c'est-à-dire vive les catastrophes, vive les barrages qui se cassent la gueule, parce que tout ça, quand on reconstruit, ça rentre dans le PIB, ça fait augmenter le PIB. Ça, c'est quand même assez démentiel qu'on continue à utiliser ce putain de PIB. Oui. Ok. Alors, bon, la première remarque, je ne peux qu'approuver ce que vous dites, bien entendu. On peut étendre le concept d'entropie à l'utilisation de l'individu en tant que ressource humaine. Alors c'était encore plus fort quand il y avait l'esclavage, parce que la ressource était utilisée uniquement pour pouvoir fournir, et voilà, elle se dégradait, mais on savait qu'elle se dégradait, on savait quel était le taux de dégradation, et on savait très bien qu'elle n'était pas durable. Voilà. Bon. Alors, votre question sur les stocks, j'ai du mal me faire comprendre. Bien entendu, dans les entreprises, nous avons des stocks. Hein. On a les stocks finaux, stocks initial, on fait la différence entre le stock initial du début de l'année et le stock final, et puis on voit si une variation positive et négative de stock. Mais ce que je veux dire, c'est de façon globale. C'était ça le sens. Les matières premières, les ressources naturelles finies, ne sont comptées que pour leur coût d'extraction, de transport, et puis les royalties éventuellement qu'il a fallu donner à celui qui s'est attribué arbitrairement la propriété du sous-sol. Donc ces matières premières, elles sont payées le prix du salaire de celui qui les vole. Mais elles ne sont pas payées à la nature. Voilà. La valeur intrinsèque, bien entendu, que toutes ces RLF ou DMC sont comptabilisées. La preuve, c'est qu'on a une courbe qui montre leur comptabilisation, et que, bien entendu, à la fois dans le PIB, on a toutes ces... parce que le PIB, c'est
donc le chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire, c'est grosso modo les RNF, hein, mais elles ne sont pas valorisées. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'une tonne un baril de pétrole, ça vaut $70, non, ça vaut beaucoup plus que ça. C'est ça son problème. Voilà. Et c'était cela, cet essai d'évaluation que j'ai fait avec la symétrie, le rapport entre les deux courbes. Ensuite, vous m'avez parlé rapidement. La destruction des produits. C'est la civilisation de consommation, ça. Hein. On prend des produits, on le... Oui, bah c'est l'obsolescence. Voilà, là, on n'en parle pas parce que bon, c'est l'obsolescence programmée. Ça fait partie d'une technique du capitalisme pour vendre plus et pour alors oui, le point 4 c'était le PIB, il est horrible. Oui, le PIB est horrible. On compte dans le PIB, effectivement. Lorsqu'on répare un accident de centrale nucléaire, on va compter dans le PIB les chiffres d'affaires de l'entreprise qui est allée éteindre la centrale. Oui, mais nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, le PIB, il mesure. Non, il ne faut pas non plus être, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que le PIB, il a un certain intérêt. C'est-à-dire qu'il mesure quelque chose. Mais qu'on dise que cette mesure, c'est la mesure de la santé de l'économie, c'est là que ça ne va pas. Mais pourquoi pas? C'est un solde intermédiaire de gestion. Dans tous les manuels de comptabilité, on voit quels sont les intérêts des soldes intermédiaires de gestion. Ce sont des clignotants, des indicateurs qui, comparés et mis en perspective avec d'autres indicateurs, peuvent donner des éléments d'analyse financière ou économique. Bon. Mais en aucune façon, le PIB ne peut être un indicateur qui donne la bonne santé de l'entreprise, et en aucune façon, le PIB ne peut être un indicateur qui nous dit si notre système de production est rentable ou pas. Pour savoir si parce que c'est quand même une question importante de savoir si c'est rentable ou pas. À partir du moment où vous êtes d'accord avec moi, tout à fait fondé de ne pas l'être éventuellement, mais si vous êtes d'accord avec moi pour dire que nous creusons chaque année un déficit, c'est-à-dire que, indépendamment du déficit budgétaire du système collectif qui nous gère, mais que nous créons un déficit de par même notre fonctionnement, c'est-à-dire que nous produisons des biens et des services qui ont moins de valeur que les matières premières qui sont mises en œuvre. Bon. Et que donc ça crée un déficit comptable et qui est masqué par une création monétaire ex nihilo. Bon. Le PIB signifie quelque chose, mais de toute façon ne signifie pas ce qui nous intéresse nous. C'est-à-dire, est-ce que c'est rentable? C'est rentable, est-ce que ça peut continuer? Une façon dont on soit d'accord ou pas avec la croissance, qu'on trouve que la croissance, même si on trouve que la croissance est très très bien, eh bien, par ce raisonnement, c'est peut-être très bien, mais ça creuse le déficit et c'est pas rentable. La croissance n'est pas rentable, même pour les croissancistes. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est que je ne comprends pas pourquoi vous avez eu 2 points sur les charges oubliées pour le nucléaire. Enfin, une, je pense que ça suffirait, parce que le fait de mettre en avant la provision de risques nucléaires, pour moi, ça décrédibilise un peu le reste du propos, parce que c'est vraiment anti-nucléaire, alors que le risque industriel, il vaut pour toutes les sources de production d'énergie, etc. Donc, déjà, il y a celui de la maintenance. Après, c'est un problème franco-français aussi. Mais du coup, c'était juste
juste une remarque en passant, après, parce que je ne sais pas dans quel public vous êtes habitué à faire ce genre de conférence, mais comme je sais que c'est un sujet clivant, nucléaire, c'est que si l'idée c'est de faire la conférence aussi, alors l'autre point de mon propos, c'est que j'ai l'impression que dans ce raisonnement-là, vous servez des outils justement des capitalistes qui raisonnent que comme ça et qui sont incapables de raisonner autrement pour leur faire passer un message. Mais du coup, en ramenant ça avec un calcul de PIB. Mais si on ramène le propos justement à un pays ou à une société industrielle, la différence entre une personne physique ou une entreprise, c'est qu'un pays, ça ne meurt pas. C'est pour ça que ça ne cause aucun problème et qu'il y a peu de gens en fait, qui se soucient de la dette de l'État français. Parce que après, c'est realloué aux générations futures, etc. Mais ça reste des lignes informatiques qui, dans un système bancaire, un État il peut bien être endetté. Après, je ne sais pas au niveau du budget de la France, ça devient le premier, ça va se remplacer le premier poste de dépense, etc. Mais comme un État ne meurt pas, il sera toujours là pour une dette qui ne sera jamais remboursée, parce que tous les pays sont endettés. Donc je pense que pour faire passer le message là, sur la dette en fonction de la nature, ce qui marche mieux, c'est vraiment de comprendre justement l'altération de la nature et que, par définition, une ressource non renouvelable, et ben, elle a un stock qui se finit. Donc c'est plus ça. Et donc, ma question, toujours la même, c'est est-ce que vous pensez que si avec une baguette magique demain je supprime l'argent, c'est une partie du chemin qu'il faut parcourir sur une solution. Autrement dit, si, comme plusieurs personnes, on attend une forme d'effondrement dont on espère que la première, ça serait l'effondrement de la finance et après de l'économie, une fois qu'il n'y aura plus d'argent en jeu, donc plus de rapport de corruption, de pouvoir sous une forme, etc., et que on sera par définition obligé de revenir à un système de troc dans un premier temps et après de chasseurs, cueilleurs, en passant par une production de la population. Mais est-ce que, d'après vous et de votre propos économiste, la suppression de l'argent peut permettre de résoudre le problème? Le problème monétaire, il est secondaire. Non, bon, c'est un peu provocateur, il est secondaire par rapport au problème, disons, écologique. Le problème monétaire, effectivement, il peut être résolu d'un certain nombre de façons. Bon, il peut être aussi le déclencheur d'un effondrement, qui ne serait pas un effondrement économique, mais un effondrement financier et sociétal important. Bon, c'est une bombe dont on ne connaît pas ni l'intensité, ni la date du déclenchement. Par contre, pour ce qui concerne le fond de la faillite, le fond du déficit, c'est la dette vis-à-vis de la nature. Et c'est ça qui est, d'ailleurs, on le voit dans mon chiffrage, c'est pas dans le cas, mais qui donne des ordres de grandeur. Par exemple, pour la France, on a 60 milliards de déficit liés à l'utilisation bancaire. Par contre, on a 550 milliards de dettes vis-à-vis de la nature. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, bon, c'est du domaine de l'utopie, mais lorsque on a une entreprise qui accumule des déficits, la seule façon d'annuler ces déficits, c'est de se mettre à faire des excédents de gestion. Un déficit, c'est un déficit de gestion, c'est-à-dire qu'année après année, on a plus de dépenses que de recettes, et un déficit, toutes les écoles de comptabilité, on apprend que ça se règle en faisant, lors des exercices ultérieurs, des excédents de gestion. Alors, pour la société industrielle, dans son mode de fonctionnement et de fabrication, qu'est-ce que ça voudrait dire de faire des excédents de gestion? On voit que l'essentiel du déficit, je dis l'essentiel, parce qu'on a la provision pour le renouvellement la perte de fertilité des sols, etc., etc. Mais pour l'essentiel, c'est les ressources naturelles finies, c'est le stock de ressources naturelles finies qui diminue,
chaque fois qu'il diminue, crée une charge énorme de variation du stock. Bon. Et la seule façon de le faire, c'est de recréer des ressources naturelles. Si le mode de production, si le système de production industrielle était capable de fabriquer du pétrole, c'est-à-dire que cette année, j'avais utilisé, alors on utilise les 90 millions de barils jour. Bon. Eh bien, si le système de production industrielle pouvait fabriquer 92 millions de barils jour, on aurait un bénéfice d'exploitation de 2 millions de barils jour, et petit à petit, si on continuait comme ça pendant 10, 15, 20 ans, eh bien, on s'en sortirait. Bon, on voit bien qu'on est dans le... Alors, soit dans l'utopie, soit dans le... disons, l'enjeu technologique dont on n'a aujourd'hui absolument pas le début, l'infime début de solution. Et puis, finalement, il y a une façon extrêmement simple de dire les choses. Vous avez un sac de billes avec une centaine de billes. Votre activité elle est basée sur l'utilisation des billes. Le jour où vous avez plus de billes, vous ne pouvez plus fonctionner. Ou alors, il faut trouver le moyen de remettre dans le sac de billes, chaque fin d'exercice, au moins la même quantité de billes qu'il y avait au début. Ça veut dire tout simplement avoir une constante des stocks. Et ça, c'est la base de toutes les entreprises. L'entreprise ne peut pas fonctionner si elle ne renouvelle pas ses stocks d'une façon ou d'une autre. Et c'est un problème tellement simple, mais qui est tellement occulté, qui fait que on en est réduit à faire de l'arithmétique de CM1 pour expliquer ce genre de choses. Il n'y avait pas une autre question après, non? Non, c'est en théorie de la pensée sur la situation marchande pour le rapport par rapport à la résidence. Oui. Vu que c'est pas développé, j'ai pas de théorie particulière par rapport au système monétaire, si ce n'est que lorsqu'on a abandonné l'État noir, d'abord Nixon, ensuite chez nous Giscard d'Estaing, on est entré dans l'inconnu. On est en train de l'inconnu parce que l'État noir ou autre, disons, argent basé sur un bien intermédiaire. Alors ça peut être le sel, le sucre, le blé, comme ça a été pendant longtemps. À partir du moment où on n'a pas en contrepartie une somme monétaire de X euros, on n'a pas un bien intermédiaire, on est dans l'inconnu. Et ça ne fonctionne que par la confiance. Ça ne fonctionne que par la confiance. Vous avez, chacun de nous, on a X milliers ou X centaines ou X dizaines de milliers d'euros en banque. Ça ne veut absolument rien dire. Bon, si on a une maison, oui, ça veut dire quelque chose. Si on a une terre agricole, du foncier agricole, ça veut dire quelque chose. Si du jour au lendemain, bon, ça c'est une réalité, du jour au lendemain, nos encours bancaires peuvent être réduits à néo. Bon, donc, le remède à ça, d'abord, il faut dire que le remède, je ne sais pas, en tout cas, le risque, il est immense, et le bon sens, c'est de revenir le plus vite possible, mais revenir, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent d'Exilo? Bon, revenir à un argent qui est basé, qui est convertible en un bien intermédiaire. Voilà. C'est ce qu'on a fait pendant 300 000 ans. Avant c'était du troc, c'était des biens intermédiaires, on échangeait. Bon. Et on est dans quelque chose qui n'est absolument pas maîtrisé et sur lequel d'ailleurs on n'a pas de recul. Parce qu'en plus, si la civilisation industrielle date de 170 ou 200 ans, le système monétaire Exilo, lui, date de 30-40 ans. Donc c'est un clignement de paupières sur la pratique des échanges. Parce que le système monétaire, c'est en fait l'outil d'échange. Et les hommes ont toujours échangé, mais bon, depuis un clignement de paupières, ils échangent d'une certaine façon. Moi, je n'ai pas de solution.
par rapport à cette espèce de déni des gouvernements de pays développés par rapport justement à la mise en œuvre pour créer des stocks. Comment on peut expliquer ce déni? Est-ce que c'est pour les pays qui sont des démocraties? Est-ce qu'on peut expliquer ça par le fait d'avoir l'élection prochaine ou alors on peut expliquer ça par le fait qu'on a peur du soulèvement de la population, etc. J'ai des questions. Oui, vous donnez la réponse dans le contenu même de la question. Oui, c'est le court-termisme. Et puis, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire uniquement la recherche du profit, sans tenir compte absolument, d'une part, de quelque chose qui peut ressembler un petit peu à long terme, et puis surtout de quelque chose qui peut ressembler à une rentabilité d'un système. C'est-à-dire qu'un système qui s'est révélé commencer à être déficitaire à partir de la fin des 30 Glorieuses, marqué de façon illustrative par les chocs pétroliers, on a fait la création monétaire d'îlots. Donc c'est une fuite en avant. Et pourquoi il dit oui, vous l'avez dit, c'est pour être élu. Et qu'ils n'ont pas cette fin prochaine. Oui, non, il y a le fait qu'un parti se batte avec un autre dans le cadre des élections démocratiques, alors que dans un autre pays, on va avoir un régime totalitaire qui va rester toujours le même, ça ne change pas le problème. C'est les loups qui se battent entre eux, c'est tout. Hein, ils se battent les uns contre les autres pour accéder. Ce qui compte, c'est le discours qui est donné au peuple. Que ce soit un peuple qui soit convié aux élections une fois tous les 6 ans, ou jamais, ce qui revient grosso modo au même du point de vue, enfin, un autre débat sur la démocratie, on l'aura certainement une autre fois. La différence de fond, c'est-à-dire la façon dont on parle au peuple, la façon dont on explique les choses, et surtout ce qu'on lui donne comme objectif, comme idéal, c'est le même dans les pays totalitaires que dans les pays dits démocratiques. C'est la croissance. Oui. Alors, the microphone. Yes. Bonsoir à tous. Alors, j'ai une question au niveau comparaison, copier-coller d'autres pays. Existe-t-il sur Terre un pays qui dépense moins que ses recettes et donc qui est dans une forme de décroissance? Oh ben, alors, la réponse est non, parce qu'aujourd'hui, pays, alors, on parle de pays, on ne parle pas de peuplade d'Amazonie, de micro-sociétés, ou à l'intérieur d'un pays développé, de gens qui se sont réunis dans une micro-politique. Mais sinon, on a un mode de pensée unique avec un mode de production unique qui est le capitalisme croissanciste, et on n'a pas d'alternative économique aujourd'hui. Enfin, depuis la chute du mur de Berlin en 1990 et la fin de l'alternative au capitalisme qui était donc, on va dire le stalinisme, pas le communisme, eh bien, il n'y a pas d'alternative au communisme, au capitalisme. Pas dommage. Après, il y a des petites tribus, mais elles ne sont pas nombreuses. Oui. C'est juste. J'ai une question qui cadre mieux avec votre exposé, j'imagine que vous avez suivi et ça m'intéresse de savoir où ça en est. C'est la position de certains pays qui ont dit devant les assemblées internationales qu'on a du pétrole dans notre sous-sol, on va le laisser sous terre, et en
contrepartie vous donner de l'argent, justement. Est-ce que ça va dans le sens de votre... Oui, il va certainement y avoir un certain nombre de tractations maintenant. Enfin, plus on s'approche de la raréfaction critique, parce qu'aujourd'hui on est dans une offre, comme dirait Jean Covici, dans une offre contrainte, on n'est pas encore dans la raréfaction critique, plus on peut imaginer effectivement des tractations de ce genre. Mais même si aujourd'hui on gelait toutes les... tout le monde était d'accord pour arrêter l'extractivisme. Ça veut dire quoi, arrêter l'extractivisme? Ça veut dire qu'on revient à chasseurs-pêcheurs-cueilleurs. De toute façon, il n'y a qu'un seul modèle économique durable. Qu'est-ce que ça veut dire durable? Durable, ça veut pas dire ça va durer 5 ans ou 10 ans, 20 ans. Durable, ça veut dire ça va durer des milliers, des dizaines de milliers d'années. Lorsque des tendances politiques nous proposent des décroissances, avec un plan de décroissance. Bon, moi je dis, très bien, mais combien de temps ça dure? C'est-à-dire, on va décroître, alors, par exemple, on va geler les extractions, l'extractivisme des métaux, des hydrocarbures, on va ralentir un certain nombre de choses. Très bien. Combien de temps ça dure? Mais avec ça, est-ce qu'on a quelque chose de durable? Eh bien, le calcul comptable, le calcul économique, dit que non, ça n'est pas durable. Il n'y a qu'une chose qui est durable, c'est-à-dire qui ne s'arrête jamais, c'est d'utiliser pour son activité en tant qu'être vivant uniquement les ressources que nous fournit la nature dans la proportion de leur renouvellement annuel. En dehors de cette équation simple, il n'y a rien de durable. Alors, il peut y avoir des choses qui durent plus longtemps que d'autres. Vous vous rappelez cette courbe que je donnais en début d'exposé. Pendant 10 000 ans et même pendant 300 000 ans, c'est-à-dire Homo sapiens jusqu'au néolithique et jusqu'à 1850, on a un taux de prédation sur les RNF extrêmement faible. Alors, pendant 300 000 ans, il est égal à 0. Mais ensuite, il est égal à epsilon. Donc, ça va pouvoir durer très, très longtemps. Mais ça va s'arrêter quand même. Dès le moment où on a un système d'organisation collective qui est basé sur la ressource qui n'est pas renouvelable, ça a une fin. Voilà. Bon, ce sont des choses qui sont extrêmement simples, qui peuvent paraître triviales, basiques, mais on ne peut pas en sortir. Donc on peut le faire durer longtemps, mais donc ce qu'il faut dire aux gens qui nous proposent des schémas de réduction de la voilure, il faut nous dire d'abord concrètement qu'est-ce qu'on réduit et de quel montant, de quelle proportion, et ça nous donne combien de plus? Est-ce que ça nous donne 100 ans, 200 ans? Bon, 100 ans, 200 ans, ça ne nous intéresse pas. Bon, quelque chose qui peut nous intéresser, c'est par exemple 10 000 ans. Bon, si vous nous proposez un nouveau système d'organisation collective, c'est-à-dire de production de biens et services, qui va durer 10 000 ans, je dis, bon, ça peut avoir un intérêt, 10 000 ans, c'est pas énorme, ça nous sépare de la révolution néolithique. C'est rien. La révolution néolithique, on a vu, c'est 6 jours. Là, ça vaut la peine. Bon. Proposer quelque chose qui est durable pendant 10 000 ans, puis au bout de 10 000 ans, bon, c'est l'entropie, et bon, ça s'arrête, ça vaut le coup quand même de faire un truc pour 10 000 ans. Mais ce que nous propose aujourd'hui la plupart des mouvances qui réfléchissent un peu là-dessus, c'est quelque chose, quand on fait le calcul derrière, ça dure 100, 200 ou 300 ans, pas plus. Il est le problème. Bon, je vous remercie. Merci à vous.